cette liberté, ces cheveux au vent, c'est ce manque de respect pour les habits qu'on avait. C'est-à-dire il n'y avait pas de veste, pas de costume, rien du tout. Mais là, c'était cette attitude totalement libre. Et je dis au monsieur qui nous a montré le film, c'est où ça? Il a dit, ça c'est Israël. Je lui ai dit, je viens. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Daniel Ben-Simon pour un parcours d'Alia. Mais oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Daniel parle français. Ce grand journaliste, si vous suivez les actualités israéliennes, vous l'avez probablement déjà aperçu ou entendu. Éditorialiste dans le fameux journal Haaretz, bien connu. Voilà, il a beaucoup de cordes à son arc. Il travaille au sein de la télé israélienne pour l'émission Ossim Seder. Vous le trouvez sur Hot aussi pour Sogrim Cheshbon. Bref, si vous ouvrez la radio, vous l'entendez également commenter. Vous pouvez même l'entendre en français sur Even 4 News. On est ravis d'accueillir un véritable professionnel et une figure, on va dire, de la société israélienne puisqu'il a vu son évolution. Vous êtes arrivé à l'âge de 16 ans. D'abord, bienvenue, Daniel Ben-Simon. Merci beaucoup. C'était pas hier. C'était pas hier. Il y a quelques temps, ouais. Il y a pas très longtemps. Ouais, ça fait 50 ans. Je suis très contente de vous accueillir parce que j'ai une petite histoire personnelle avec vous. Ouais. Je vais commencer comme ça. Parce que moi aussi, quand j'étais très jeune, sur le campus de l'Université de Tel Aviv, je vous ai croisé, puis vous m'avez donné un conseil pour mes études. Je vais pas le dévoiler ici, mais c'était tellement surprenant que je ne l'ai jamais oublié et je l'ai raconté à tout le monde. Donc, de vous voir ici ensemble, pour moi, c'est assez émouvant. Voilà. Merci beaucoup. Ben de rien. Alors, vous êtes arrivé à l'âge de 16 ans, du Maroc, directement. C'était officiel? Non, je ne sais pas si c'était officiel. C'était, je crois que c'était Royal Air Maroc, Casablanca, Paris, Marseille, je crois. C'était Marseille. C'était pas un vol direct comme aujourd'hui, ça c'est sûr. Non. Et ma famille restait à Casablanca. J'avais 16 ans. J'étudiais à l'école normale hébraïque à Casablanca. Et à un certain moment, j'ai décidé de venir. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui m'a pris. Mes amis sont allés en France. C'était c'est-à-dire c'était le trajet naturel. Casablanca, Maroc, France, ailleurs ou Israël. Israël, c'était plus rare. Oui. Et c'était vraiment... le côté plus naturel, c'était la France parce qu'on parlait français. C'était le français. On étudiait en français. On était considérés comme français. Et je ne sais pas... Je dois vous raconter une histoire. À un certain moment, quelqu'un de l'agence juive, surtout du Mossad, est venu nous voir à l'école pour nous persuader de venir en Israël. Nous étions une classe de 20 personnes, de 20 élèves, et nous étions... il m'a dit, je vais vous montrer un film sur Israël. On était dans la salle, une petite salle, à l'école normale, dans un très beau quartier à Casablanca, et on a vu ce film sur un kibbutz, en Israël. Et ce kibbutz, il était sur le bord de la Kinneret. Il y avait quelque chose qui m'avait choqué parce qu'on venait à l'école des fois avec un costume, des fois très bien habillé. On était correct. Ouais. Et dans ce petit film, c'était quelques minutes de ces Israéliens à notre âge qui se baignaient à la Kinneret. C'était en short, en sandales. Pire que ça. Pieds nus. Sans short. et cette liberté, ces cheveux au vent, c'est ce manque de respect pour les habits qu'on avait. C'est-à-dire il n'y avait pas de veste, pas de costume, rien du tout. Mais là, c'était cette attitude totalement libre. Et je dis au monsieur qui nous a montré le film, c'est où ça? Il a dit, ça c'est Israël. Je lui ai dit, je viens parce que je voulais casser avec ces habitudes marocaines, de cette discipline, de cette vie
très, très programmé. Et je cherchais une aventure. Ah, vous l'avez trouvé apparemment. Je l'ai trouvé. Mais on m'avait promis une chose. Cathy, écoutez bien maintenant. On m'avait promis une école qui reflètera mes besoins, mes désirs. C'était une école avec entre laïque et religieuse, Massorti. Ok. Ce mot, ce terme n'existe pas en Israël, vous le savez. Oui, bien sûr. Il y a ou ça ou ça. Tout à fait. Et alors que moi, surtout je cherchais. À l'époque. C'était surtout à l'époque. Oui, je cherchais le milieu. Parce qu'on est juif et on est aussi des gens comme les autres. Et quand vous étiez pratiquant quand vous êtes monté en Israël? Pas du tout. Juste juif, les fêtes, les grandes fêtes. Oui, les fêtes et la synagogue pendant les fêtes, pendant le samedi, on voyait tous les voisins. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours, il m'a dit, vous savez, on est du même quartier à Casablanca. Oh, oui, vous êtes rue boulevard Moulay Youssef? J'ai dit oui. Vous êtes le numéro 15? J'ai dit oui. Nous sommes le 17. J'ai oublié son visage. Je crois que j'ai fait quelque chose, un mécanisme psychologique. Ouais, quand vous êtes monté en Israël, comme souvent à l'époque, vous aviez 16 ans, votre désir d'intégration était tel que vous avez fait un X sur votre identité Bravo. précédente. J'ai honte de ça parce que j'ai oublié tellement de choses. Mais c'est une question intéressante parce que nous, on s'occupe d'Alia ici toute la journée. Et donc, est-ce qu'il faut faire un X sur son identité précédente aujourd'hui ou je c'est plus la pense peine? Que j'avais tort. D'accord. Parce que je voulais tellement m'intégrer. En même temps, et j'étais dans une école interne parce qu'on m'a dit, je voulais aller au kibbutz, et je suis arrivé à un internat ultra-orthodoxe. et c'était exactement ça. Et j'ai passé 3 ans. Ça a dû être terrible. Si vous voulez qu'on parle de ça, je parle de ça. C'est encore, il y a ce traumatisme qui m'échappe pas parce que c'est un monde à part. Et à l'âge de 16 ans, vous savez tout. Vous êtes conscient de tout. Et j'étais sans famille, ce qui veut dire que j'avais pas où m'échapper. J'avais pas le choix. Et c'était quelque chose, jusqu'aujourd'hui, même dans mon autobiographie, j'ai dit que c'est pas normal. Quelqu'un demande à être dans une école comme ça. Pourquoi m'envoyer dans une école religieuse? J'ai demandé au Shliach Aliyah d'aller au kibbutz et vous êtes retrouvé dans un internat orthodoxe. Mais vous m'avez promis, il m'a dit, écoute, j'appartiens au Mafdal, au Parti national religieux. On m'a dit, amène des éléments chez nous, donne un peu au MAPAM, à la gauche, donne un peu ça. C'est comme ça à l'époque. Et donne-nous ce qu'il faut, des gens que vous savez. Mais vous savez, c'est les besoins de l'État, les besoins de la si vous voulez, des religieux, et chacun, c'était vraiment quelque chose qui m'avait choqué, ça m'a pris du temps pour me remettre. Mais demandez-moi, j'ai 16 ans. Mais je crois que vous n'êtes pas le seul, il y en a beaucoup qui ont eu je sais, mais vous ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Je sais, Cathy, je garde cette colère contre l'establishment de l'agence juive. Parce que, à un certain moment, le Shliach Aliyah, qui est venu me voir à l'internat, il m'a dit Manishma, c'est-à-dire en français, et je lui ai dit ça va mal. Je comprends rien en classe. Je suis assis là-bas, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait déjà 3 mois que je suis là et je ne suis pas les choses. Faites-moi sortir d'ici. Il m'a dit où? Au Maroc. Je rentre au Maroc. Il a fait quelque chose, il a demandé, il a parlé avec ses patrons, il a dit on cherche ton passeport. Dès qu'on le trouve, on te le donne. Et ça, c'était génial. Un mensonge sioniste. Ça vous a permis de rester. Voilà, non, parce que ils n'ont pas trouvé mon passeport. Et en fin de compte, je suis resté. Donc vous êtes super calé en Guémara, en Malacha. Oui. J'étais à Kfar Hasidim. C'est le... Ça vous a servi, je suis sûre, dans votre vie, non? Je ne sais pas. Mais cette question d'intégration est très intéressante parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. En fin de compte, j'ai nié mes origines, mon histoire, à tel point que mes parents sont arrivés quelques années après et je ne voulais pas les voir. Parce que c'était pour moi un retour au Maroc. Et j'étais déjà totalement israélien. Et le jour qui m'a vraiment choqué, c'était... mon nom c'est Daniel Ben Simon, mais
Le madrich m'a dit, à un certain moment, il a dit Dani Ben Simon Boena. Dani Ben Simon. Il n'y a pas plus israélien que ça. Et là, je me suis trouvé que je commence à m'intégrer de la façon israélienne. Je ne parlais qu'hébreu. Je parlais mal, mais je ne parlais qu'hébreu parce que je voulais, c'était one way. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. Oui. Vous aviez déjà votre Alors j'ai dit le premier jour, carrière tracée. Le premier jour, quand le grand madrich m'a dit Ma tarotse. J'ai dit journaliste. Il a dit journaliste où? Je lui ai dit ici en Israël. Il m'a dit mais en quelle langue? J'ai dit hébreu. Il a dit mais c'est pas possible, tu parles pas possible. Je lui ai dit mais j'apprendrai. Il a commencé à rire. Il m'a dit, mais le journalisme, c'est basé sur la langue. Et alors que j'avais quelqu'un qui me traduisait entre lui et moi, c'était vraiment... c'est un peu grotesque. Il y avait un traducteur, oui. mais quand même, accroché à ton rêve. Je me suis accroché à ça. Cathy, j'ai une tendance de dire la vérité, vous savez. C'est bien. C'est bien. Ici, dans ce bureau, politique moyen, mais... Au Parti travailliste, on m'a dit, débarrasse-toi de cette... c'est pas bien dans le parti. En politique, c'est pas bien, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Dans les moments les plus terribles de mon séjour ici, il y avait 2 ou 3 idées. Je me suis accroché à ces idées-là. C'était un cours de littérature à l'école normale à Casablanca. On avait écrit, je crois que ça s'appelle une rédaction. Ouais. Et j'ai écrit ma rédaction. Après quelques semaines, le prof, Monsieur S. Lévy, Monsieur Soli Lévy, parce qu'on avait beaucoup de Lévy. Alors il fallait décider. Il y avait Amram Lévy, il y avait Joseph Lévy. Et il a dit il a donné ses rédactions et il a gardé la mienne. J'étais en choc, je me suis dit c'est terrible, il faut que je me sauve d'ici, ça va être terrible. Mais en fait, quand il a lu ma rédaction, il m'a dit une chose. Il m'a dit écoutez, je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous serez grand, mais je vous propose quelque chose. Faites quelque chose qui est lié à l'écriture. Alors, c'est très joli parce que y a beaucoup de gens qui sont comme ça, doués pour écrire, pour parler, etc. Et quand ils arrivent en Israël, ils abandonnent leur rêve parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Alors, vous en êtes la preuve vivante. Je me suis accroché à ça. Accroché, ça veut dire quoi? À quel prix? À quel prix? Au prix de désespoir. Désespoir, ça veut dire quoi? De ne pas manger, de pleurer toute la journée, de dire ça, de faire ça, de vouloir se sauver, de dire... Il faut vraiment... J'avais pas d'amis parce que j'étais là quelques mois et j'avais cet accent, je parlais pas. Et ça a duré combien de temps, cette période? Ça a duré 1 an et demi. Même 2 ans. 2 ans. 2 ans. Après, j'ai pris les choses en main. Vous êtes réveillé? Il y a un choc. Après ce choc, les choses vont mieux. J'ai passé des journées et des nuits à la bibliothèque ou à la librairie de l'internat. C'était dans une école religieuse. Et j'ai lu, 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 et j'ai lu. Il y avait quoi comme genre de littérature? C'était des littératures traduites de l'anglais et du français. Ce qu'on m'appelle, c'est Bellamy. J'avais lu, je crois, c'était de... En passant, j'ai lu une 12aine de fois, parce que c'est le texte, je voulais le texte. À un certain moment, la première année, je ne suis pas rentré en classe, parce que c'était une perte de temps. Okay. Je tournais dans l'internat. J'étais un bon élève à Casablanca, et tout à coup, je me trouve sans rien. C'est dur, ça. Il y a plein de petits Français qui arrivent, qui sont les premiers de la classe quand ils sont à Paris. Ils ont 17 de moyenne, etc. Ils arrivent ici. Ouais. C'est fini. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Il faut tenir. Je vous dis, c'est ça la chose la plus dure qu'il y a. C'est changer de société. C'est ne pas voir sa famille. Alors aujourd'hui, on peut vivre en français. Vous savez, il y a la télé en français, il y a les journaux en français. On est au courant de tout ce qui se passe dans la société israélienne sans parler l'hébreu. Alors évidemment, on n'a pas les finesses, on comprend pas exactement toutes les ramifications parce que ceux qui n'ont pas accès à l'hébreu, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut faire l'effort, d'après vous, malgré tout. Il faut faire un effort incroyable pour devenir un citoyen israélien dans le sens large du terme. Parce que j'ai fait après mon service militaire, c'était juste, j'étais toujours l'étranger. Il faut vivre avec cette sensation, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et quand j'ai fait mon dernier livre, je voulais mettre Kan
velo mikan. C'est-à-dire que je suis ici, mais je ne suis pas ici. Finalement, j'ai choisi les Marocains. C'est-à-dire que le nom, parce que je voulais montrer l'histoire des Marocains. Je représente une certaine histoire des Marocains, mais il faut, pour Léa Goldberg, la grande écrivaine israélienne qui venait je crois d'Europe de l'Est, elle avait dit que c'était on cherche toujours le point du milieu, parce que je viens elle a dit, je crois, d'Ukraine d'un pays Lituanie, et elle a dit elle est ni là-bas ni ici, parce qu'elle cherche constamment. Vous êtes toujours comme ça aujourd'hui? Il y a encore ça en vous? Je crois que ça restera à vie. C'est fou. C'est fou. Ça veut dire que l'immigration... Et pourtant, vous êtes hyper bien intégré. Oui, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez étudié, vous avez des prix. Vous avez réussi en tant que journaliste, votre rêve. J'ai le Pulitzer israélien, c'est-à-dire sur l'écriture en hébreu. Tout à fait. En hébreu, mais ce côté de n'être pas d'ici. Ne pas être ici, c'est quelque chose qui vous poursuit, je crois, pour quelque temps. Vous nous angoissez, parce que si vous dites que vous n'êtes pas d'ici... Non, mais ça, c'est par choix maintenant. Ah, c'est par choix. C'est par choix, parce que à un certain moment, je suis devenu totalement israélien. Ok. Et alors là, j'ai pu me permettre de retourner à mes origines, de parler français. C'était quelque chose comme si j'avais Teudat Kashrut. C'était chic de parler français quand on était israélien. Je parlais devant des groupes et je parlais français, mais j'avais oublié le français. J'avais oublié que j'ai des parents qui parlent français. C'était j'ai dit non à toute mon histoire. À un certain moment, j'ai ouvert la porte. Maintenant, je peux parler en français et je peux être marocain. Vous pouvez être on va dire, complètement, entièrement, quoi, avec toutes vos composantes. Écoutez, aujourd'hui, il y a ce côté-là il y a des immigrants russes, des immigrants français, mais ça reste toujours, le point de repère reste toujours l'israélien. Est-ce que vous trouvez que la société israélienne a fait des efforts pour accueillir les nouveaux immigrants? Je parle notamment au niveau des immigrants francophones. Est-ce qu'elle est consciente de cette richesse que les Juifs de France, je dois dire avec peuvent apporter au pays? Beaucoup de regrets que la réponse est négative. L'Israélien est autour de lui, de ses besoins, et de sa façon de vivre, et de il voit pas tellement les autres. Il comprend pas les autres. C'est quelque chose qui s'améliore. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était terrible. Et on aime le fait qu'il y a des gens qui viennent en Israël, qui font leur immigration, leur alia, mais on connaît pas ce genre. On les envoie à Netanya, on les envoie à Jérusalem, on les envoie partout. Mais cette intégration totale n'est pas là. J'ai étudié aux États-Unis. En un mois, j'étais américain. C'est la façon, les Américains... Très accueillants. Ouais. Très accueillants. Ouais. Et ils vous attirent vers eux, alors qu'ici, on vous attire dehors. En dehors de ça, c'est-à-dire vous n'êtes pas si vous n'êtes pas dans les cercles professionnels, vous n'êtes pas alors, dans justement, c'est intéressant les cercles, parce que j'allais vous poser la question. Il y a beaucoup à votre époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais de racisme, on va dire, entre séfarades, ashkénazes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez fait, on ne l'a pas encore dit, mais une carrière aussi politique? Donc, vous êtes député depuis 2009 pour le parti Avoda. Est-ce que vous avez, vous, qui êtes le Marocain de service, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, à une époque? Dites ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que vous l'avez ressenti? Écoutez, personnellement, j'ai eu une intégration presque parfaite. Mais les gens appellent ça, ils ne voient pas ça d'une façon positive. C'est-à-dire que, comme si j'avais vendu mes valeurs à l'État, aux Ashkénazes, que j'ai renié mes origines marocaines. Ça vous a fait mal, ça, quand on vous disait ça? Oui, parce que j'ai écrit dans Haaretz, un journal d'élite ashkénaze, et j'étais le seul Marocain. C'est une fierté, quand même. Non, c'est pas une fierté? Non, pas du tout. C'est une honte pour le journal d'avoir seulement un Marocain. Non, j'ai dit ça au patron. Vous avez besoin de Russes, d'Éthiopiens, d'Arabes. C'est une société tellement diversifiée. C'est vrai.
Et il m'a dit, moi je prends d'après les critères de la qualité, pas qualité, qualité. Mes journalistes doivent être les meilleurs. Mais j'ai dit, mais faites quelque chose, parce que c'est un journal totalement ashkénaze. Ils perdent tous les Israéliens, parce qu'il n'y a pas ce côté... Il faut une représentation. Bien sûr, bien sûr. Une diversité. Il n'était pas d'accord avec moi. Et en fin de Vous compte, êtes resté le seul Marocain? Non, ça a changé depuis. Non, même aujourd'hui, je crois qu'il y a un ou deux, c'est tout. Pas beaucoup. Mais avec 200 journalistes, il faut trouver le moyen d'élargir voilà, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et maintenant, c'est lié aussi avec le Likoud, la droite israélienne, qui est presque totalement basée sur les orientaux. Okay. Ça fait un effet négatif aux yeux des Ashkénazes. Mm-hmm. Alors, ils ne sont pas encouragés d'intégrer les autres. Il y a des préjugés, en fait. Il y a beaucoup de préjugés. Il faut dire, ça va prendre du temps. Mais je m'attendais à ce que ça soit plus facile. Vous pensez que ce n'est pas terminé encore, tout ça? C'est pas fini encore? Non, c'est dommage. C'est très ancré, donc, dans la société. Oui, c'est ancré déjà avant la création de l'État. Dans les nouveaux livres qui sortent sur Ben Gurion, sur les fondateurs de l'État, c'est terrible ce qu'ils pensent surtout sur les Marocains. Je me demande qu'est-ce que les Marocains ont fait pour mériter cette façon d'être considéré. Alors, vous êtes rentré en politique, voilà, vous avez été élu finalement en 2009, mais vous êtes on va dire, un compagnon du Parti Avoda depuis de longue date. Pourquoi vous avez voulu faire de la politique? C'était une obligation pour vous? Non, c'était un hasard? Non, c'était une demande personnelle d'Ehud Barak. Il était je crois, il est candidat pour être chef du parti. Il était chef d'état-major. C'était un personnage, c'est-à-dire Premier ministre. Il a fait tout un parcours politique. Et comment vous étiez proche de lui? J'étais pas proche de lui. D'accord. Il s'est approché de moi en me disant, écoute, il est temps que tu fasses quelque chose pour l'État. Tu as fait pour toi ta carrière de journalisme, tu es respecté partout, on a besoin de ton nom. Tout simplement. Que tu sois dans la liste. Okay. J'ai dit, mais je connais personne, je connais ça, j'étais journaliste politique. Il m'a dit, compte sur moi. Alors, je crois que moi, je suis rentré, lui il est resté dehors. mais pour moi, c'était un honneur. Le Parti travailliste, parce que je suis quelqu'un du milieu. Je pense que ma mentalité séfarade, elle cherche toujours le compromis. Je suis ni là ni là. Ça veut dire je cherche quelque chose de talmudique. Va vers la paix. Klomar, c'était ne cherche pas. Vous avez vu que ça vous a marqué, Kfar Hasidim? Oui, c'était pas marqué. Mais nous, on n'est pas des fanatiques. Ni dans ma famille, je ne vois pas dans le patrimoine marocain ce fanatisme. Je parle des Juifs. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose d'ashkénaze. Totalement. Tous les partis de droite, d'extrême droite, sont des ashkénazes. Et les partis de gauche aussi. Nous sommes un parti séfarade du milieu. On cherche à vivre avec les autres, et non pas contre les autres. Donc c'est pour ça que ce parti-là vous a convenu finalement, même si c'était pas... Oui, j'étais impressionné par d'abord, on est impressionné par les chefs du parti. Quand je rentre au parti, je vois ces gens, je m'assois à côté des chefs de l'État, des héros de guerre et tout. Je deviens membre du parti et ça vous fait quelque chose. Vous aviez trouvé justement ce que vous étiez venu chercher, vous cherchiez l'aventure, c'est ce que vous m'aviez dit en commençant l'interview, mais l'aventure, j'imagine sioniste aussi, il y avait quelque chose... Absolument. Il y a aussi absolument. Ça. Je représentais Israël partout, en tant que député. Je représentais Israël dans des conférences, partout. J'ai vu, je ne sais pas si c'était ce que je cherchais, mais je me suis intégré assez vite, après l'école, après le service militaire. Et j'étais déjà quelqu'un d'ici. Quelqu'un d'ici, ça veut dire que on m'a ouvert les portes. Mais j'ai découvert ces préjugés quand je suis rentré dans ces cercles du journalisme, de la politique. C'était terrible. C'était terrible parce que c'est... C'est une déception, c'est une déchirure, c'est quoi? Oui, parce que ça, les Marocains souffrent de ça.
les séfarades. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'énergie intellectuelle, professionnelle, à cause de ces préjugés. Mais arrêtez, bon sang, arrêtez avec ça, arrêtez. Vous allez je parle dans des écoles de journalisme militaires, Galetza, il n'y a fait que des Ashkénazes. Je parle à l'armée, dans des cercles d'officiers, c'était vraiment... Nous, on a l'impression, comme ça, parce qu'on ne connaît pas la société israélienne aussi bien que vous, mais que c'est terminé. On se trompe complètement, quoi. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a bien sûr des changements, il y a du progrès, mais ça suffit pas. Les Américains ouvrent toujours toutes les portes. J'étais 1 an aux États-Unis dans l'université, à Boston, et on m'a dit, qui veut faire un stage à la télévision de Boston? J'ai levé la main. Yes, sir. Who are you? What's your name? J'ai dit mon nom, Daniel Ben Simon. Oh, Mr. Ben Simon. Yes. Would you like to be at the television? Faire un stage? J'ai dit oui. Personne n'a demandé. Ça ne peut pas exister, ça, ici. Ça, tu vois, cette transparence, Ouais. cette ouverture. Ici, on cherche on cherche des choses qui sont totalement obsolètes. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, parce que c'est votre métier, après tout, que vous continuez à le faire avec beaucoup de bienveillance. Il faut mener une campagne. C'est Kalita, les patrons de cette... C'est Kalita. C'est Kalita, oui. Ben, il faut mener une campagne. Une campagne comment? De lobbying? Je ne sais pas, mais de pousser des gens dans le journalisme, de pousser des gens dans la politique, de pousser des gens dans les élites, pour parler, pour représenter cette immigration qui cherche toujours une adresse. Et si c'est une société très musclée, des fois brutale, il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre avec ce côté israélien. Je suis arrivé en Israël. Les premières semaines, j'ai perdu 4 kilos. Parce que je ne mangeais pas. À l'internat, qu'est-ce qui se passait? On venait manger au réfectoire ou au truc, et des élèves sautaient sur la bouffe. Pendant 5 semaines, je crois, 6 semaines, je ne mangeais pas. Je mangeais du pain. À un certain moment, le directeur de l'école m'a dit « C'est toi qui es venu il y a 2-3 mois ?» Oui, de Casablanca. J'ai dit oui. Mais je ne te reconnais pas, tu es très mince. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne mange pas beaucoup, parce que ça... Je lui ai raconté l'histoire. Les gens se jettent sur les plats, et moi, Oui, ils se jettent sur les plats. Voilà, et moi, c'est pas possible. Je viens de l'école normale, on nous propose des plats, on nous sert des plats. Ici, c'est différent. C'est différent. C'est-à-dire, il faut lutter pour ta bouffe. Je parle d'il y a 40 ans, 50 ans. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut lutter pour d'autres choses. Oui, exactement. Mais ça, c'est une société où les choses, des fois, il faut les faire par force. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les faire par force, parce que dès qu'on te connaît, dès que tu deviens quelque chose, on te laisse. Alors justement, de toutes vos expériences, ça a été quoi ce qui, pour vous, a eu le plus d'importance? Ce qui m'a vraiment ouvert les portes. Ici, parce que j'avais l'impression que je pouvais déjà jouer dans le terrain des grands, des Israéliens. Oui, okay. Professionnels. Ouais. Et là, comment rentrer? Et là, c'était vraiment... J'ai eu de la chance. Parce qu'à l'université, j'étais président de l'Union des étudiants. Je parlais à peine hébreu. Okay. Mais je me suis présenté. J'ai gagné ce poste. Et j'ai devenu le président des étudiants. Alors je venais de Casablanca. Je venais juste de venir. C'était presque très audacieux, mais c'est apprécié ici. C'est ça qui a été le plus important pour vous? Non, mais c'est apprécié parce que vous devenez... Mais c'est possible, hein? Vous devenez quelqu'un d'ici. Et après, c'est le service militaire, avec des choses... C'est-à-dire, j'étais toujours dans le côté public. J'allais vers le représenter les autres. C'est ça qui est je crois que c'est ça. À chaque fois que vous représentiez les autres, c'était ça. Vous disiez, j'ai bien fait de venir, c'est pour ça que je suis venue. Non. Mais je veux pas entre nous. Ouais. On est seuls là. C'était un peu risqué ce que j'ai fait quand je suis venu seul. C'était risqué. J'aurais pas fait ça une deuxième fois. J'ai souffert. J'ai souffert parce que c'était affectivement, mentalement, tout. Et aujourd'hui, je pense à ça, c'est terrible, c'est la folie. Parce que ici, on vous laisse faire jusqu'à que vous tombez. Alors justement, de toutes les expériences que vous avez eues, vous arrivez à en trouver une qui vraiment vous êtes dit là, c'est très important pour moi. Une image, un truc qui vous vient tout de suite, sans réfléchir trop, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de situations où c'était... Mais
Je Je cherche. sais pas, moi, l'intronisation à la Knesset, la première fois que vous aviez écrit Vous savez, un article dans Cathy, Haaretz. oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a tellement votre de choses. prix, le prix Il Sokolov. y a tellement de est-ce choses. que Oui, le prix Sokolov. Je dois dire, c'est quelque chose. J'enseignais à l'université de Sapir. Ça vous dit quelque chose? Oui. Le collège de Sapir Oui. à Sderot. Et j'avais écrit mon 3e ou 4e livre sur le Negev, qui s'appelle Iska Afela Badarom. Dirty Business in the South, quelque chose. Et le président de l'université, qui est un ami, professeur Zev Sahor, il m'a invité à prendre un verre avec lui sur un nouveau livre. Il m'a dit, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te permet d'écrire sur nous, sur la société israélienne? Tu n'es pas d'ici. Ne prends pas ça personnellement. Il m'a dit, mais tu n'as pas assez d'expérience, tu ne connais pas assez des choses. C'est dur, ça. C'était après combien d'années en Israël? J'avais déjà une réputation ici. Ouais. Je l'ai connu. 20 ans, au moins 20 ans. Oui. Ouais. Et dès que j'ai eu le prix d'Israël, le prix de Sokolov, il y avait 1000 personnes dans la salle, la grande salle. C'est une fois tous les 2 ans. Et j'ai pris le microphone, on m'a invité à parler, et j'ai commencé par ça, cette histoire. Comment devenir israélien? Je vous dis mon expérience. J'ai raconté ce qui s'est passé avec le professeur Zahor. J'ai pris ça d'une façon amicale. Et je leur ai dit, alors quelqu'un m'a dit, le maire de Tel Aviv, le même. Ron Hulday. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. Il m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, monsieur le président, ce qui me donne le droit de vous dire quoi faire, de dire comment le Negev doit être, comment la société israélienne doit être, sur 240 pages, c'est le fait que c'est l'hébreu que j'ai. Cette langue que je domine, que je connais très bien, c'est la langue qui me donne la permission de dire ce qu'il faut faire ici. Parce que la langue, c'est la base. Et dès que je parle hébreu de cette façon, et je peux écrire un livre, et c'est ça, c'est la porte vers l'avenir ici, c'est être totalement israélien. Et bien entendu, bien vu, c'est parler la langue, connaître la langue comme il faut, ce qui vous permettra de donner des conseils aux autres, au lieu de recevoir des conseils. Alors justement, on va profiter de votre présence pour tous ceux qui nous regardent et qui se cassent les dents sur l'hébreu, qui n'y arrivent pas, ou qui stagnent, ou voilà, peut-être qu'ils ne font pas les efforts nécessaires, je ne sais pas, mais comment vous avez maîtrisé cette langue? Je ne sais pas. Et j'étais pas tel conscient. Niveau, parce que... Oui, j'étais pas conscient. J'ai fait 6 livres en hébreu et je suis un peu connu pour ma... Votre écriture. Oui. Votre style. Voilà, c'est Amos Oz qui m'a dit. On s'est vu et il m'a dit, écoute, je veux te dire que tu écris mieux que moi. J'ai dit, arrête. Et ça, pour moi, c'est un grand compliment parce que c'est lui, c'était le truc de l'écriture. Mais je ne sais pas comment ça se passe. J'ai passé des nuits, comme je vous ai dit, à lire des livres en hébreu. Sans comprendre au début. Sans comprendre toujours. En lisant mal, forcément. Oui, parce que je suis allé après aux États-Unis faire mes études en anglais. Alors c'était un mélange total entre l'anglais. On m'a dit, Mr. Ben Simon, quelque chose d'extraordinaire chez vous. You come from Israel, but you speak English with a French accent. How come? Ils étaient totalement... C'était la salade. Oui, parce que les Israéliens, ils ont un accent très, très clair. Et là, vous prenez des risques. Vous faites... Mais il faut se casser les dents, quoi. Oui. Il y en a qui disent qu'il faut lire le journal. Bien sûr, ça c'est... La base. Mais pas arrête. Il faut attendre. Et c'est ça, alors il faut commencer par quoi? Non, mais il faut commencer. Il faut faire un effort. Ça prend du temps, mais à un certain moment... Ça paye. Mm-hmm. Et on voit la télé, on écoute la radio, et ça donne quelque chose. Mais je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que ce réveil est arrivé, comme je me suis senti quelqu'un d'ici. Mais j'ai donné des milliers de conférences. Les gens, des fois, viennent et ils me disent « Quel hébreu !» Mais ils pensent que je suis d'ici. C'est venu comme ça, Cathy, je ne sais pas comment c'est venu. Je vous assure. Quel est le moment de passage je vous crois. entre le Olé Hadash et hop.
Et le monsieur qui parle hébreu comme il faut, c'est au journal aussi. On m'avait dit, Taguid, qui vous écrit les articles entre nous? C'est entre nous là, ça. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il m'a dit c'est trop bien. Alors, je ne sais pas, c'est individuel. Il y avait une différence entre l'oral et l'écrit? Non. Non, c'est ça, il n'y avait pas. Non. Alors, on pourrait parler avec vous pendant très longtemps, parce que vous êtes ultra passionnant, ça c'est sûr. Vous avez connu les grands de ce monde. J'ai envie de finir comme ça. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière, un moment qui coïncide aussi avec l'histoire de l'État d'Israël que vous avez vécu? On peut le dire, vous êtes déjà à 50 ans en Israël, c'est presque l'âge du pays, à quelques années près. Voilà, votre engagement politique, vous êtes vraiment dans les arcanes de ce qui a fait la société israélienne. Qu'est-ce qui... je vous dois dire que ce côté-là à la Knesset, ou dans d'autres cercles, le fait que vous devenez quelqu'un d'ici, quelqu'un où Shimon Peres vous dit Dani Boshevliade, assis-toi actuellement, ou Ehud Barak, ou le président de l'État, c'est-à-dire vous devenez quelqu'un de ce cercle d'élite. Ouais. Vous faites partie de ce cercle. C'est fou. Et ça, c'est incroyable parce que je vois Rabin qui rentre au restaurant de la Knesset. Il m'a dit, Dani, vous pouvez déjeuner avec moi. Il me regarde même pas aux yeux parce que il a cette, il n'est pas, il a ce côté rouge là, il devient rouge. Il me dit, vous voulez déjeuner avec moi? Ça, c'est un beau souvenir, j'imagine. Ah oui, non, mais c'était... C'était quotidien, c'était souvent. Oui, il était très timide. Alors, j'étais président de l'université à Haïfa. Rabin vient parler aux étudiants, et il vient une demi-heure avant, et il demande à son chauffeur de me poser la question, est-ce que j'ai le temps pour lui, pour passer une demi-heure avant que ça commence? Et vous voyez les chefs d'État qui viennent, chaque semaine, quelqu'un d'autre, et les grands universitaires. La façon, c'est-à-dire que ça peut changer. Vous pouvez faire ce passage entre le Olé Hadash, entre quelqu'un qui n'est pas d'ici, à quelqu'un qui est d'ici. Et ça change tout. Bien, parce que sûr. vous avez cette façon le Rabin commence, avant de commencer son discours, je dis quelques mots, quelques minutes, et ça vous donne cette légitimité de dire ce que vous voulez, d'être un des patrons de cette société. Vous êtes arrivé il y a 50 ans. Le pays a énormément changé. Vous avez gardé votre engagement politique. Hein. Vous êtes, je ne sais pas quel âge vous êtes rentré au parti travailliste, mais vous y êtes resté. Pourtant, le pays a énormément changé. Vous auriez pu changer aussi on va dire, de famille politique. Ça arrive parfois. Bon, c'est pas très bien vu, mais ça arrive. Est-ce que vous pensez que le système tel qu'il est fait aujourd'hui est à la hauteur des ambitions de l'État? Est-ce qu'il est, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années Ouais. C'est totalement différent, mais le système est toujours un système très basé sur si vous voulez, la personnalité du candidat. Et est-ce qu'il peut attirer des électeurs? Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. C'est-à-dire, on cherche des noms connus. Avant, c'était un système Koritour, où tout le monde essayait melting pot. Ok. Le melting pot, Ouais. ça veut le dire en français. C'était où vraiment où tout le monde essayait de se mélanger. Aujourd'hui, il y a des identités un peu plus... Mais au niveau de l'engagement, parce que la société israélienne a énormément changé. Vous, votre engagement politique d'avoir, j'imagine que c'était pour avoir un monde meilleur, une société plus juste, plus sociale aussi. Alors même si on est venu vous chercher au démarrage, vous auriez pu peut-être quitter le parti travailliste. Si vous y êtes resté, c'est que vous aviez envie de faire quelque chose. Écoutez, la seule façon de changer les choses ici, c'est vraiment... C'est rentrer dans cette politique, elle est brutale, elle est terrible. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut changer les choses. Et je crois que si c'est possible, vous avez des dizaines de milliers de gens avec la qualité et tout ça, envoyez-les faire
cette politique israélienne, s'engager dans les partis politiques. Essayer, parce que c'est une expérience extraordinaire. Et c'est un bon moyen de s'intégrer. Comment ? C'est un bon moyen de s'intégrer. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas assez. Il y a très peu d'immigrants, de nouveaux immigrants, surtout d'origine francophone. Il faut essayer. Il faut essayer parce que ça vous donne beaucoup d'élan, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vouloir faire, de vouloir changer les choses. Il faut la langue, l'hébreu. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Vraiment parler hébreu comme il faut. Et ne pas bégayer au podium de la Knesset. Mais vraiment, la langue, cette audacité de prendre les choses, de rentrer dans le cœur des affaires israéliennes et de ne pas perdre confiance à ce pays. Parce qu'il y a des moments très difficiles. Très difficiles. Et il faut essayer, il faut continuer. Moi, je me suis fatigué un peu parce que c'est déjà un engagement qui dure des dizaines d'années. Ça n'arrête pas. Mais j'ai l'impression que je suis content avec ce que j'ai fait. Et parce que c'était dur. Il y a eu des moments très, très pénibles, mais tout est pénible ici. C'est-à-dire que c'est difficile. Pour arriver, c'est difficile. Mais c'est gratifiant quand on y arrive. C'est gratifiant. Il faut parler des bonnes choses aussi. Oui, c'est gratifiant. Non, c'est gratifiant, mais ça prend beaucoup d'énergie, de courage, d'audace. Et en fin de compte, ça paye. Ça paye et on devient quelqu'un d'ici. Comme je dis, quelqu'un d'ici. J'ai connu tous les grandes personnalités de la littérature, de la politique. Ils ont tous passé des moments très difficiles pour arriver. Mais quand ils arrivent, ils disent « Oh, Toda Lael, Baruch Hashem ». Mais ça prend du temps, Voilà. Alors, si vous avez envie de suivre Daniel Ben-Simon, vous pouvez le faire, notamment en regardant Osim Seder. On fait un peu de l'ordre, on met de l'ordre. Vous commentez l'actualité israélienne sur une chaîne israélienne toutes les semaines. En tout cas, on voulait vous remercier, Daniel Ben-Simon, vraiment d'avoir été avec nous, de partager des choses intimes. Merci beaucoup. De votre vie. On peut bien sûr continuer l'aventure en lisant votre livre, évidemment. Où on le trouve ? Partout dans les magasins de livres. C'était un best-seller. Je dois dire qu'il était numéro 1 dans les ventes. Et ça m'a choqué. Parce que c'est un sujet qui est à côté, qui n'est pas au centre des choses. Sur une identité marocaine, sur l'histoire d'un Marocain. Les histoires personnelles, en plus de... Oui, c'est surtout ça. Passionne, et en plus la vôtre, elle est quand même hors du commun, on peut le dire. Absolument. Bon, en tout cas, nous, merci de vous être confié à nous et de... Je ne pouvais pas vous dire non. D'avoir été avec nous. Je ne pouvais pas vous dire non. Attention, je vais vous ressolliciter pour d'autres choses. Absolument. Comme vous voulez. Allez, à très bientôt, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous.